Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour attaquer une nouvelle semaine au cœur de votre vie, de votre actu, avec une promesse. Ça se passe chez nous et uniquement chez nous. Avec d'abord ce soir l'alerte rédac qui nous emmènera du côté de Liège où on a assisté à une scène complètement dingue. Une thérapie de conversion pour éviter qu'une personne devienne transgenre en plein milieu d'une fontaine place du marché. On verra comment tout le monde et toute la Belgique réagit ce soir à ces images absolument stupéfiantes. Le thermomètre, nous irons le planter ce soir du côté de Molenbeek où les fusillades se succèdent malgré l'été qu'on croyait pourtant calme. Et voilà, une polémique qui surgit. La Bourg-Metz est en vacances, les échevins aussi. Doivent-ils écourter leur congé pour revenir et s'occuper de leur commune? C'est l'autre question de ce soir. Enfin, des visages à la une et il y en a plus d'un ce soir. D'abord, Grégory Lenossi qui fera l'objet d'une marche de soutien. Lui qui est toujours en prison pour quelques semaines au moins encore. Nous reviendrons aussi sur le visage de Catena, la sans-abri la plus polémique du pays, et sur celui de Georges-Louis Boucher qui a fait l'actualité tout le week-end. Ça se passe chez nous et uniquement chez nous. On ne compte plus l'épisode, mais vous êtes là et c'est le principal. Bienvenue sur LN24. Et on vous laisse deviner ce soir qui revient de vacances autour de la table. Bonsoir Salma Awash. Bonsoir. Il y a peut-être un indice. Merci d'être là. Vous êtes de retour depuis plusieurs semaines. Je dis que l'indice est sans doute lié à votre absence. Voilà, mais ça peut être aussi l'indice UV. L'indice UV, il y a voilà. plein d'indices possibles. On va parler d'ailleurs de température dans quelques instants. Merci de faire votre retour parmi nous. Jean Kitenge, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous serez une voix de gauche et on en aura bien besoin vu les sujets qui nous attendent. Bonsoir Arthur Martin. Bonsoir Thibault. Merci d'être là. J'ai une petite idée de qui vous défendrez ce soir. Quoique, et puis un homme heureux, bonsoir Danis Protels. Bonsoir Thibault. Je vois qu'on est reparti comme en 40 avec l'Union Saint-Gilloise, qui est déjà en tête du championnat après 3 journées. Tout va bien. On a même du mal à gérer un peu le succès d'Annie du côté de l'Union. On est tombé sur cette image, je sais pas, vous étiez peut-être un peu distrait là. Petite pause ravitaillement ce week-end dans les tribunes de l'Union et hop, on laisse un peu glisser son verre. Heureusement, plus de peur que de mal, pas de dégâts. Dany, merci d'être là avec un verre bien accroché à la main s'il le faut, parce qu'il va falloir se réhydrater ce soir. La preuve avec la une du jour. Avec une grande star en une du jour et dans à peu près tous les journaux, c'est évidemment la vague de chaleur qui nous attend cette semaine. La DH nous fait dire qu'il faut faire attention à la facture du climatiseur. Le climatiseur qui est la star de cette semaine. Oui mais, qui peut vous coûter très cher, près de 70 € supplémentaires sur la facture d'électricité. D'où ce petit conseil. Et si vous optiez simplement pour un bête ventilateur, c'est la suggestion la moins chère en termes de pouvoir d'achat. Elle est signée Luna Vovar dans les colonnes de la DH. On aurait pu aussi s'arrêter sur la une de la province qui revient sur la semaine la plus chaude de l'année. Oui mais David Dehaeno, notre star nationale, notre monsieur météo, anticipe déjà la suite avec des orages qui vont venir tempérer tout ça, mais toujours des températures au-dessus des normales de saison. Et puis c'est sur la une de l'avenir qu'on va s'arrêter avec toujours la chaleur au centre des conversations. Oui mais un titre particulièrement interpellant, la chaleur tue davantage en Wallonie qu'en Flandre. On va s'arrêter là-dessus avec vous Alexandre Gérard. D'abord pour vérifier cette affirmation, est-ce qu'effectivement on a des choses qui nous permettent de dire que oui, les Wallons risquent d'être plus impactés, voire plus tués par cette vague de chaleur que les Flamands? Alors en tout cas, pour la dernière vague de chaleur, c'est bien le cas. Les chiffres ne sont pas encore disponibles, mais comme l'indique l'avenir, eh bien il y a des différences possibles. Différentes raisons sont évoquées. Il y a des raisons socio-économiques, une raison socio-démographique ou encore les îlots de chaleur qui sont plus présents à certains endroits. Mais attention, ce n'est pas une généralité parce qu'on va le voir, si on regarde les autres années, par exemple en 2023, la Wallonie avait connu une sous-mortalité plus marquée qu'en Flandre. Regardez, une sous-mortalité de 4,6% en Wallonie, 0,9% en Flandre, tandis qu'à Bruxelles, il y avait eu une surmortalité. Et pourtant, c'est rare de connaître une sous-mortalité en été. On parle de la chaleur parce qu'elle est évidemment au centre de toutes les conversations cette semaine, mais on aurait pu parler d'autres phénomènes climatiques. On pense aux inondations. Est-ce que là aussi, les Wallons sont plus touchés que les autres ? Eh bien, il y a des phénomènes climatiques qui pourraient en effet aussi toucher la Wallonie. On pense tous, vous l'avez dit, aux inondations qui avaient touché la Wallonie en 2021. Et là, selon une étude commandée par le gouvernement wallon précédent, ce ne sont pas moins de 500 000 ménages qui pourraient être touchés. Il y a aussi un lien
entre l'impact des inondations et le niveau socio-économique du ménage. Regardez ces chiffres, il y a un risque d'inondation pour un quart des ménages les plus précaires. La moyenne, elle est à 15% et 8% seulement des ménages les plus favorisés connaissent ce risque. Mais une des catastrophes les plus négligées, ce sont les incendies. Et là aussi, ça pourrait impacter beaucoup de Wallons. 500 000 ménages en Belgique sont situés à moins de 200 mètres d'une zone à probabilité moyenne ou élevée d'un incendie. Rien que pour la Wallonie, on parle de 250 000 ménages. Salma, on va être honnête, dans toutes les conversations, ou à peu près dans les familles, on est en train de se réjouir en se disant « chouette, le retour du soleil, on en avait besoin ». Sauf que là, on voit que les Wallons sont peut-être en première ligne et peut-être les plus touchés par des drames potentiels. On a l'impression que tout le monde s'en fout. Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'en foutrait, puisque s'il y a un phénomène structurel et des chiffres à l'appui, il n'y a aucune raison de s'en ficher. Il faudrait surtout en parler au pouvoir public, qui sont certainement bien au courant du problème et qui peuvent... Et la question, c'est d'identifier ce qui appartient au pouvoir public, toujours, ce qui appartient aux citoyens, en fait. Et donc, une fois qu'on a fait cette distinction de savoir ce que les pouvoirs publics font, je ne sais pas moi, amener à une meilleure rénovation, avoir une rénovation du bâti qui permet de mieux garder la chaleur ou mieux l'évacuer quand c'est en été, avoir plus d'îlots de verdure aussi dans les villes, parce qu'on sait que, en fait, le béton et les dalles gardent beaucoup plus la chaleur. Donc, moi, par exemple, j'habite en ville, on a parfois 3-4 degrés de différence et les maisons ne se refroidissent pas. Donc ça, c'est très compliqué. Salma, sur ce coup-là, vous nous tendez une perche parce que vous parlez de la responsabilité des pouvoirs publics. Ouais. Il se fait qu'il y a quelques mois à peine, un certain gouvernement wallon a annoncé que les primes rénovation, on allait devoir se serrer la ceinture. Et ça avait impacté des tas de Belges, dont Ariel. C'est triste. Et c'est triste pour moi, c'est triste pour tous les citoyens qui se sont lancés dans ces démarches. Vraiment. Maintenant, on dit c'est de l'argent, c'est vrai, c'est pour notre bien, c'est vrai, il est là, c'est vrai. Mais quand on prévoit de donner des primes aux citoyens, il faut s'engager jusqu'à la fin. Moins 60% sur la plupart des primes rénovation. Allez rénover votre logement sans ça. Et inutile de vous dire que du côté de la construction, on n'était pas forcément heureux. Réponse de la ministre à l'époque, Cécile Neven, qui disait « Ouais, mais moi, j'ai pas les sous, je fais ce que je peux ». Je pense que justement, ne pas prendre de mesures actuelles, ça aurait été irresponsable, on n'aurait pas pu payer et finalement, il vaut mieux des primes plus raisonnables, qui sont un véritable effet levier, plutôt que des primes qui offrent des effets d'aubaine et qui seront impayables. Et donc, au contraire, je pense qu'avec ce système temporaire, on pourrait aider plus de gens et mieux atteindre nos objectifs de rénovation. Dany, est-ce qu'avec le recul et avec la vague de chaleur qu'on va se farcir dans les prochains jours, on n'aurait pas dû mieux réfléchir à ces primes rénovation et à l'abandon? Parce qu'effectivement, il y a des tas de Wallons qui vont être impactés encore plus que prévu. Mais je comprends que la ministre de l'époque dise on ne peut plus... Elle est toujours en place. Elle est toujours en place. Oui, elle est toujours en place, mais qu'on ait dit à l'époque qu'il y avait des primes qui allaient être allouées, qui étaient extrêmement importantes, et que subitement on se rend compte, pas beaucoup de temps plus tard, qu'on ne pourra jamais les assumer, ça c'est un problème. C'est un problème parce qu'au niveau politique, ça veut dire qu'on a fait des promesses, en quelque sorte, qu'on ne pourrait pas tenir. Et c'est très grave vis-à-vis de ceux qui ont effectivement cru que c'était la bonne solution pour eux. Alors, je trouve ça, ce sont des situations qui sont très critiquables parce qu'il est possible, quand on connaît les chiffres, de déterminer si oui ou non on pourra assumer ce qu'on a prévu. Ça n'a pas été fait et je trouve que c'est une responsabilité politique. Alors, on a eu la question de la responsabilité politique à la suite des inondations. 2021, vous vous souvenez de ces images qui ont touché et blessé la Belgique et la Wallonie en particulier. On a suffisamment dit sur ce plateau qu'on n'avait pas tiré toutes les leçons aux gens des inondations. On a l'impression que dans l'autre sens, on n'est pas non plus en train de tirer toutes les leçons des vagues de chaleur et de ce que ça peut impacter. Tout comme on ne l'a pas fait pour le Covid, c'était aussi un grand moment de constat et d'apprentissage. Et puis au final, on se rend compte qu'au niveau des soins de santé, il y a encore des coupes qui sont opérées d'un point de vue budgétaire. Et en fait, au final, c'est un peu c'est cyclique, c'est souvent la même chose. C'est problématique. Pour revenir à cet effet sur les primes, moi je trouve que c'est un scandale dans la mesure où, à partir du moment où des personnes se sont engagées à finalement contracter pour pouvoir faire les rénovations adéquates, énergétiques, sous finalement la promotion des différents gouvernements à cet effet, eh bien il faut au moins eux faire en sorte qu'ils reçoivent les primes à hauteur de ce qu'ils espéraient. Parce que là, du coup, c'est un véritable coût économique pour ces gens-là.
qui se sont empressés de le faire parce qu'il y a une contrainte, évidemment, en termes de timing, à voir comment elle va s'articuler concrètement à l'avenir, mais il y a une contrainte en termes de timing. Ils se sont engagés et c'est des coûts qui sont, même si c'est avantageux pour leur propre bâti, leur propre maison, etc., qu'on soit clair, ça sera quand même des coûts qui vont leur tomber. En revanche, ce qui aurait pu être intéressant, s'il y a évidemment des économies à faire à cet effet, c'est de se dire, ok, on revoit les modalités pour les prochains, pour ceux qui, imaginons, feront ces constructions en 2026 et affichent. Donc pas de côté rétroactif pour vous, éventuellement, pour ceux qui dans le futur avaient l'intention de passer par une rénovation, on touche à rien. Vous avez parlé des soins de santé, c'est marrant parce que dans la presse, le patron des urgences du CHU du côté de Liège dit on s'attend nous à un afflux dans les prochains jours avec cette vague de chaleur. Oui, on va être submergé, on se prépare à un afflux, c'est souvent des patients plutôt fragilisés, atteints de maladies chroniques, une population plus fragile, les enfants aussi, les nourrissons. On a l'impression, Arthur, que la vague de chaleur, elle dit une nouvelle fois la même chose, c'est que c'est les plus précaires qui vont être en première ligne, c'est eux qui vont être touchés en premier. C'est les plus précaires et on voit que la politique, qu'elle soit régionale ou même au niveau fédéral, a un gros impact. Notamment maintenant, il y a une nouvelle démarche qui a été faite depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire ne plus toucher à nos forêts. Donc on laisse les forêts dans l'état naturel qu'elles sont, mais sauf qu'il y a un énorme problème et ça, les pompiers en parlent aux politiques publiques depuis un certain nombre d'années, mais à l'époque, ceux qui étaient au gouvernement n'avaient pas tellement écouté. C'est que si ça s'embrase, ça va s'embraser extrêmement vite. Et donc c'est cette inquiétude au niveau des gardes forestiers et des pompiers dans certaines régions qui disent, c'est très simple, si une des forêts prend feu, ça va prendre feu à une allure qu'on n'aura jamais vue, qui sera sans précédent. Et donc fatalement, effectivement, les plus précaires sont touchés. Mais je voulais juste revenir au niveau des différentes primes à la rénovation. Ceux qui avaient déjà entamé des démarches administratives pour toucher ces primes ont pu l'avoir à une certaine hauteur et n'ont pas tout perdu. Parce que ça avait été mis en avant par le gouvernement. Une partie, mais pas l'intégralité, parce que ça avait été fait justement pour que si vous étiez bien avancé déjà dans vos démarches, on ne pouvait pas les couper et ce n'était pas non plus rétroactif à 100%. Ça, c'était avant, mais il y a aussi une période d'incertitude. Typiquement, je parlais d'un autre cas qui ne touchera pas à Ariel en l'occurrence, parce qu'elle est en Wallonie, mais pour Bruxelles, par exemple, dans cette période d'incertitude, il y a en effet ceux qui ont fait la demande de prime avant Bruxelles, c'est encore 2024. Imaginons, je pense qu'en 2024, il y a cette incertitude, on ne sait pas si ça va être réduit. On dit aux gens, on ne peut pas remettre aujourd'hui de nouvelles demandes pour 2025. Et donc, du coup, il y a évidemment ceux qui étaient là en 2023 et qui potentiellement ne l'ont pas eu, qui vont a priori le recevoir tel quel. Mais il y a quand même un souci, parce qu'il y a des tranches, du coup, ceux de 2024, qui sont dans cette période d'incertitude en fonction de Bruxelles. Je ne vais pas vous faire l'insulte, Jean, de vous rappeler la situation politique à Bruxelles. Qui est partagée, jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas de gouvernement. Je voulais juste terminer sur un chiffre, parce qu'il est interpellant. Il est signé Karim Sheikh Hassan, qui s'occupe du CERAC et qui connaît par cœur les questions de réchauffement climatique. Chiffre interpellant, si les températures augmentaient en moyenne de 3%, on serait dans une augmentation de la mortalité oscillant entre 1700 et 2500 personnes. Imaginez, et ça ne gâche rien au plaisir que vous allez pouvoir prendre dans les prochains jours à la mer ou ailleurs, les conséquences que tout ça peut avoir dans notre pays. Voilà pour la une du jour. Il y a d'autres visages qui font l'actualité et ils sont aussi de chez nous. Avec plein de visages à la une. D'abord, le visage de Grégory Lénossi, qui a fait l'actualité ces dernières semaines. Lui qui a voulu se venger physiquement de son voisin qu'il accusait d'attouchement pédophile sur son beau-fils. Il a tenté de se faire justice lui-même. On revient sur son dossier parce qu'une marche va être organisée en son soutien. On voudrait revenir aussi sur le visage de Catena, la sans-abri sans doute la plus connue désormais du pays. Mouvement de solidarité exceptionnel du côté de Verviers. Oui, mais des témoignages semblent un petit peu nuancer son portrait. Et puis le visage aussi de Georges-Louis Boucher, au cœur de nouvelles tempêtes médiatiques pour avoir menacé un journaliste de la RTBF. On ouvrira le dossier là aussi dans un instant pour comprendre les arguments des deux parties. Mais d'abord, Grégory Lénossi. Il y a quelques jours, il se rendait lui-même aux autorités, puisqu'il avait tenté de se faire justice lui-même. Lui qui estimait que son beau-fils était en danger à côté de son voisin, déjà accusé et condamné pour des actes pédophiles. Il reconnaissait lui-même que c'était un peu sur un coup de tête qu'il avait agi. Mon intention n'était pas de me faire justice moi-même, mais j'ai réagi sous le coup de l'indignation, de la colère, voire d'un sentiment d'impuissance face à l'horreur de la situation. Cette réaction n'était ni préméditée, ni motivée par la haine, mais par un instinct immédiat de défense morale. Je vous fais le résumé express des épisodes suivants. Il s'est rendu à la police, il a été inculpé pour tentative d'assassinat, son mandat d'arrêt a été prolongé au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Et c'est dans ce contexte-là qu'on apprend que Max le Belge va organiser une marche en soutien à Grégory et il demande, non, il exige que les médias, dont nous, en parlions. Et tous les autres médias, il est temps de parler. Vous ne pouvez plus ignorer cette marche essentielle en soutien à toutes les victimes de pédophilie oubliées par la justice et en soutien à Grégory Lénossi. Nous ne demandons pas, nous exigeons
que vous parlez de cet événement. À vous tous, citoyens, concernés par cette cause, allez sur leur site, appuyez sur le bouton « Alertez-nous ». Mettez un message clair, parlez de la marche. Dites-leur à quel point c'est essentiel. Chaque clic compte. Le faire ensemble, c'est notre force. Ensemble, faisons plier les médias, obligeons-les à parler de la marche. Bon, pari gagné, Maxime, puisqu'on parle effectivement de votre marche qui doit se tenir normalement le 29 août, c'est-à-dire le moment où on saura si oui ou non son mandat d'arrêt est prolongé ou pas. Salma, est-ce que cette marche vous inquiète en vous disant « Oh là 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 là, ça va déraper », on reviendra dans un instant sur les consignes, mais est-ce qu'il y a un climat qui est un peu inquiétant ou au contraire, vous soutenez l'initiative, vous ? Compliqué de soutenir une initiative comme ça. En fait, je comprends le fond qui peut pousser à une impulsion pareille. Je suis maman. Si j'ai l'impression qu'on va toucher à mes enfants, je peux devenir dingue. C'est un réflexe hyper archaïque. Il suffit que je sois à côté de quelque part et qu'on parle à mes enfants sans mon autorisation pour que je bondisse sur la personne. Donc je n'ose même pas imaginer ce qu'a pu ressentir cette personne en sachant, en suspectant ou en ayant des preuves. Enfin, ça, j'ai encore du mal à y voir clair. Ceci étant, si tout le monde commence à se faire justice soi-même, je ne veux pas vivre dans un pays où tout le monde se fait justice soi-même. C'est extrêmement dangereux et c'est cet élément-là que je ne comprends pas dans la marche et que je ne peux pas cautionner. Je peux cautionner le fait qu'on doit alerter sur le fait qu'il y ait des personnes dangereuses qui se vivent en liberté et qui peuvent continuer à sévir, à détruire des vies d'enfants. Ça, je pense que c'est très important et ça, je le soutiendrai. Mais dire chacun peut faire justice soi-même, c'est pas possible. Alors, juste quelques précisions sur la marche en question pour bien comprendre le contexte et aussi les consignes. Voilà ce que demande Max le Belge, Maxime Dekers, à tous ceux qui veulent participer. Venez avec des pancartes, des t-shirts, criez votre colère, votre ras-le-bol. Faites venir des parents de victimes qui n'ont jamais été entendues. Fini les blablas. La justice doit enfin rendre des comptes. Mais il rajoute, et c'est important, Dany, la règle, c'est qu'il n'y ait pas de violence ou de rébellion. Cela pourrait nuire à Greg et à notre combat. Je me tourne évidemment vers l'avocat, l'homme de droit, l'homme de justice que vous êtes. Vous pensez quoi de cette marche? Est-ce qu'elle vous effraie ou vous la validez? Je ne la valide pas parce qu'il y a une confusion qui est réalisée. Je comprends parfaitement et vous avez tout à fait raison lorsque vous évoquez la sensibilité de tous les gens qui sont en contact avec le problème d'un enfant ou d'un adolescent qui serait abusé. C'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas et en aucun cas faire justice soi-même. Et quand on sait que ce monsieur est quand même poursuivi pour tentative de meurtre, on ne peut pas dire subitement c'est un scandale qu'il soit effectivement poursuivi, c'est un scandale qu'il soit détenu à l'heure actuelle, si dans chaque cause où il y a éventuellement une potentialité de culpabilité d'une personne, on en arrive à se retourner vers cette personne et à vouloir régler le compte soi-même, on vit dans une société à ce moment-là qui n'est plus tolérable. On sent, Dany, derrière tout ça, derrière cette marche, derrière cette organisation, que c'est un peu la justice qui est pointée du doigt. La preuve avec cette autre vidéo de Max le Belge où lui aurait sa méthode à lui pour régler le problème des pédophiles. Faut arrêter d'envoyer les pédophiles chez les fous et les faire passer pour des malades mentaux. Ce n'est pas une maladie mentale. Ce sont des crimes horribles, faits par des monstres. J'ai quelques idées pour éradiquer la pédophilie. Je te montre ça tout de suite. Dis-moi ce que t'en penses. Je vous avoue qu'on a coupé la vidéo juste à temps parce que les méthodes proposées n'étaient pas forcément compatibles avec un état de droit. Salma, vous avez l'impression que la question de la pédophilie, elle est toujours à ce point hyper sensible en Belgique qu'effectivement, quand il y a une affaire qui ressort comme ça, c'est quelque part tout notre passé qu'on porte? On a un terreau, c'est sûr, mais nous, on le porte. Par exemple, mes enfants ne sont pas du tout au courant de cette affaire-là. Donc, c'est peut-être plus une question générationnelle. Mais après, je crois que c'est une question de sensibilité. Je vous dis, c'est archaïque. On touche à nos enfants. On détruit des vies comme ça. Ce sont des jeunes qui ne grandiront jamais tout à fait normalement. Et donc, il y a probablement une discussion, une conversation à avoir avec la justice pour savoir comment appréhender ça. Et quand on sait que la personne est en liberté alors qu'elle risque de récidiver, enfin, je suis désolée, c'est pas un meurtre, mais ça y ressemble. On tue une âme en faisant ça. Donc là, il y a une vraie conversation à avoir et il est peut-être temps de l'avoir. Donc, je préfère ça plutôt que dire c'est pas grave, on n'a qu'à faire les choses nous-mêmes ou on n'a qu'à renoncer à notre état de droit qui est régulièrement menacé, on le voit en plus. Et ce sera la justice de trancher le 29 août prochain pour savoir si le mandat d'arrêt est prolongé ou pas. Autre visage au cœur de l'actualité, c'est celle qui est en train de devenir sans doute la sans-abri la plus célèbre du pays. Elle s'appelle Katena, elle habite du côté de Verviers et voilà 4 mois qu'elle squatte le parvis d'une église en tentant vaille que vaille de se débrouiller la preuve.
Depuis 4 mois, il y a personne qui m'aide, on me voit, on rigole avec moi. En fait, c'est comme si je suis la mascotte de Mongobrou, l'église, quoi. Il y a juste une statue qu'on peut me faire. Mais moi, je demande de l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux aussi avoir un appartement pour que je puisse payer mes affaires comme tout le monde. À Mongobrou, elle est apparemment devenue une forme de mascotte, oui, mais elle a décrit quand même un quotidien particulièrement scabreux, notamment à travers ce témoignage. Elle était belle, mais le problème maintenant, je dormais sur le banc, je dors par terre où il y a l'église, je dois aller faire pipi sur les arbres là, ma grande avec un sac de chien. Bon voilà, la plupart de ma grande tombe par terre, je sais pas facile, je sais pas où me laver. Jean, ce témoignage qui a été publié par nos confrères de Sudinfo a réveillé une vague de solidarité immense, vraiment immense. Sauf que juste derrière, on apprend par des gens du coin qui la connaissent bien que le portrait est un peu plus nuancé. Je vous livre quelques témoignages et le but n'est évidemment pas de polémiquer ce soir. Elle critique tout, les repas, même ceux du traiteur qu'on lui offre, les vêtements qu'on lui donne, le linge qu'on lui lavait. Voilà pour le témoignage d'une voisine. Autre témoignage d'un gérant de brasserie de la région qui la connaît bien. Elle n'est pas vraiment dans le besoin. Elle passe ses journées à jouer au bingo et à boire des bières tout en étant plutôt envahissante. Et peut-être le pire, signé Jessica du côté de Welkenrath, elle est très intelligente, elle sait bien ce qu'elle fait, elle cible souvent des personnes âgées et vulnérables, elle a même soutiré 1 500 € à ma grand-mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de se lancer dans une opération de solidarité, aujourd'hui, nous les Belges, on est obligés de vérifier le CV de n'importe qui et son passé. Comment est-ce qu'on fait? Non, parce que là, on entrerait dans quelque chose d'assez particulier. Je pense que on peut pas. Enfin, la solidarité qui a été exprimée, elle est saine et elle est positive et elle entre en concordance avec, malheureusement, et c'est paradoxalement, un état de précarité intense et qui s'intensifie. On ne peut pas se permettre de faire le CV d'une personne qu'on va aider. Un acte de solidarité se fait de bon cœur et pas en estimant que, attention, toi je vais t'aider, mais tu dois être comme ça en termes d'attitude. Là, on entrerait dans quelque chose de paradoxal. Et pourtant, c'est vrai que certains pensent comme ça. Moi, je dirais que son cas, elle, et en fait, il faut surtout généraliser quand on parle du sans-abrisme en Belgique, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prendre à bras le corps, combattre véritablement. J'entendais, pas plus tard qu'en fait ce matin, c'est pour ça que quand j'ai vu l'actu, je me suis dit, oui, ça m'a fait écho à ce qui s'est passé à Paris. On a interpellé des jeunes qui se sont amusés à faire pipi sur une madame sans-abri avec sa famille, et les enfants ont été éclaboussés par ceci. Ça démontre parfois aussi la manière dont les gens ont, enfin ce que les gens ont comme regard parfois aussi sur eux. Et donc, il faut évidemment à tout prix éviter de les objectiver et finalement les déshumaniser. Elle a des comportements et des attitudes qui ne sont pas au top du top, j'ai envie de dire, comme la majorité des gens sur cette terre. Et en fait, c'est pas pour autant qu'il faut pas s'en occuper et la laisser mourir, entre guillemets, dans son coin. Donc, ça veut dire quoi? En gros, ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est que son cas n'est absolument pas acceptable. Il faut évidemment l'aider, comme il faut aider toutes les personnes sans abri aujourd'hui en Belgique. Et c'est absolument pas acceptable d'avoir des gens aujourd'hui qui dorment encore dans nos rues. Oui. On vous dira, Jean, à elle aussi de prendre les mains tendues, parce que même le curé de la paroisse dit, moi je suis un petit peu dépité, cette histoire m'ennuie, on a tout essayé, je dis bien tout essayé, et on doit avouer qu'on est un peu impuissant face à cette situation. Est-ce que c'est pas le genre d'histoire qui a tendance justement à jeter l'opprobre sur le reste des sans-abri? Parce qu'on n'entend pas la question du sans-abrisme dans l'entièreté de ses paramètres. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, on parlait d'une personne sans-abri qui n'est pas venue revendiquer 43 000 € qu'il avait attaché à lui. Pourquoi? Parce que parfois, les personnes qui sont dans cet état, dans sans-abrisme, c'est parfois des gens qui sont mentalement complètement, qui doivent être traités, sont des gens qui sont complètement marginalisés et qui n'arrivent même plus à intégrer notre société. Donc, il y a tout un enjeu de réinsertion aussi de ces personnes-là qui dépasse le simple fait de « Ah, mais on veut l'aider, il ne veut pas accepter mon aide » et en fait, cette personne choisit son destin. Parfois, en fait, il ne le choisit pas, il est même plus apte à choisir pour lui-même. Essayons de comprendre l'histoire qui se cache derrière, c'est clairement votre message ce soir. Et puis, il y a forcément un troisième visage qui fait l'actualité ce soir. Ce visage, c'est celui de Georges-Louis Boucher, qui avait choisi un été plutôt calme, peu d'apparitions médiatiques. Il avait choisi de lever le pied et de réduire la voilure. Sauf que, nous avons un petit peu secoué le cocotier en annonçant vendredi qu'il aurait son émission à la rentrée sur LN24. Et Dieu sait si ça a fait parler durant tout le week-end. Et puis cette actualité a été chassée par une autre actualité. La une de l'Avenir en a attesté samedi soir. Georges-Louis Boucher a-t-il menacé un journaliste de la RTBF? C'était le dossier qui a soulevé une énorme polémique jusqu'à aujourd'hui. Alors Alexandre, avec vous, on va d'abord revenir sur les faits pour bien comprendre cette histoire, comment elle démarre
Et quelle est l'histoire dans l'histoire, en fait? Eh bien, l'histoire, elle commence avec un article du Vif et d'une voiture avec une carte PMR garée à Mons. Selon le magazine, Georges-Louis Boucher aurait utilisé ce véhicule pour se garer plus facilement devant chez lui. Mais le président du MR l'assure, c'est faux. Et quand la RTBF reprend les informations du Vif, Georges-Louis Boucher s'énerve. Il appelle une journaliste qui n'a pas écrit l'article, déclarant que c'est super grave, avant, en fin de conversation, de prononcer une phrase que vous allez lire, Thibault. Je te jure qu'il va être super bien reçu et lui risque peut-être d'avoir besoin d'une carte après. Ça, je peux te le dire. Voilà la phrase de Georges-Louis Boucher qui a évidemment soulevé une volée de bois vert et de contestation. La question de la carte est évidemment très importante parce que Georges-Louis Boucher prétend parler d'une autre carte que d'une carte PMR sur ce coup-là. À l'avenir, qui revenait du coup sur toute l'histoire, le président du MR nie toute menace physique. Il explique que la carte dont il parlait n'était pas en fait une carte PMR, mais une carte de presse. La SDJ de la RTBF a réagi dans un communiqué sorti ce matin. Regardez la réaction. Intimider un journaliste et menacer de se faire justice soi-même est une agression d'une rare violence ainsi qu'un délit susceptible de poursuite judiciaire. Ce communiqué rappelle aussi que ce n'est pas la première fois que le président libéral appelle des journalistes pour leur mettre directement la pression et qu'en cas d'erreur, il peut demander un rectificatif à la direction de l'information de la RTBF ou de saisir les organes déontologiques compétentes. Il y a 2 heures, Georges-Louis Boucher a adressé une nouvelle réponse sans s'excuser, en contre-attaquant. Et dans ce message, il déclare ne pas faire confiance au Conseil de déontologie journalistique. Je choisis d'abord de me tourner ce soir vers celui qui risque d'être le plus véhément, Arthur Martin. Par rapport à Georges-Louis Boucher, la question est finalement très simple sur ce dossier. On a compris ses explications, on les a entendues. Le fait qu'il ait été victime d'informations partielles, voire de fake news. Mais est-ce qu'il ne doit pas tout simplement s'excuser pour la dernière phrase qui est pour beaucoup la phrase de trop? Je vais essayer de me baser sur les faits uniquement parce que c'est très compliqué. Cette affaire, en réalité, elle change toutes les heures. On a de nouvelles informations qui arrivent. Au niveau de, effectivement, cette carte, lui prétend que c'est une carte de presse. D'autres qui disent qu'effectivement, c'était une carte journalistique. J'entendais même avant qu'on commence l'émission que c'était de l'IA qui avait potentiellement fait ça. Et puis après, on a démenti, on a dit non, c'est pas du tout de l'IA. Donc on sent que ça peut varier énormément. Donc je vais essayer de pas même commenter est-ce que c'était une carte PMR, une carte de presse, parce que je n'en ai aucune idée de ce qu'il voulait dire. Par contre, sur le point de vue qui est de dire que pourquoi est-ce qu'il s'est énervé, parce que je voyais aussi beaucoup de gens qui disaient mais il n'a pas à monter comme ça sous ses gonds. Il y a quelque chose qui n'a pas du tout été respecté par la RTBF, et ça c'est pas la première fois, c'est la fameuse charte de Munich. En tant que journaliste, vous avez une série de responsabilités que vous devez mettre en avant. La première est celle de dire rien que la vérité, en tout cas essayer d'avoir toutes les sources nécessaires pour faire un bon rapport, et si ce n'est pas le cas, mettre toutes les réserves nécessaires. Dans l'article, je l'ai lu, il n'y avait aucune réserve. Donc ça, c'est la première fois que ça n'a pas été bien fait. Ensuite, ils devaient faire autre chose, et ça, ils l'ont fait, c'était modifier l'article s'ils n'avaient pas pu faire leur rôle de journaliste correctement. C'est ce qui a été fait une fois que Georges-Louis Boucher les a appelés. Et effectivement, ils s'agacent, ils s'énervent, mais c'est parce qu'ils ne respectent absolument pas cette charte de Munich, et en tant que journaliste, c'est obligatoire, parce que sinon, vous n'êtes pas journaliste et vous faites autre chose. Je reprends la dernière partie de la question parce que c'est celle qui m'intéresse le plus sur cette phrase que certains considèrent explicitement comme une phrase de menace. Salma, est-ce qu'il doit s'excuser? On est d'accord, tout ça part d'un article du Vif et on va remontrer l'article qui a mis le feu aux poudres où les informations étaient très parcellaires. On s'est trompé de voiture, ce n'était pas sa voiture personnelle ou alors de façon très occasionnelle. La preuve, on a des tas de vidéos, y compris la vidéo de la fameuse altercation à Knock qu'on va vous montrer où on voit effectivement que son véhicule n'est pas le véhicule pointé du doigt pour l'utilisation de cette carte PMR. Donc pas d'ambiguïté là-dessus. Est-ce que simplement il ne devait pas présenter des excuses sur la dernière petite phrase que certains ont jugée comme une menace? Alors, je ne vais pas penser à sa place. Si j'étais à sa place, je m'excuserais auprès de la journaliste de m'être emportée. Parce qu'effectivement, c'est humain. Il a demandé plusieurs fois de corriger l'article. Il y a eu une longue conversation. Les informations, je suis bien placée par savoir, puisque j'ai été porte-parole du MR. Quand on a une information qui est écrite, c'est foutu. En fait, vous pouvez réécrire, recorriger, l'histoire est écrite et le récit, une fois qu'il est imprimé... D'où l'énervement, parce que ça a déjà imprimé dans les esprits. C'est un être humain, voilà. Il n'aurait peut-être pas dû s'énerver, comme tous les êtres humains ne devraient pas s'emporter, mais là, sur le coup, il a perdu patience, puisqu'effectivement, il a répété, et il sait à quel point ça va lui coûter cher, puisqu'il y a déjà quelque chose sur lequel ça se base. Vous savez, il y a un narratif, et sur lequel on veut prouver que Georges-Louis Boucher est ce qu'on croit, qu'on a envie qu'il soit, voyez. Et donc, il sait très bien que ça va lui coûter cher, il l'explique,
explique, il voit que les choses continuent à être... c'est comme ça que je retrace la séquence, moi en tout cas, hein, que les choses ne sont pas... Donc hyper patience. Donc la seule chose qu'il pourrait faire, c'est cela. Mais pour moi, la question la plus importante, c'est comment on se retrouve aujourd'hui à trouver normal qu'un audio soit enregistré et diffusé à l'insu de 2 personnes, parce qu'il y a 2 personnes... Y compris la journaliste, hein, y compris la journaliste qui n'est absolument pas consentante dans la publication de cet extrait. Et j'ai même vu des féministes qui voulaient la défendre. Parce que, en fait, ce qui, moi, m'agace dans cette histoire, c'est que comme on veut taper, quand on veut taper sur quelqu'un, et ce n'est pas que pour Georges-Louis Boucher, hein, on va trouver tous les moyens sont bons. Les moyens sont bons, la fin justifie les moyens. Et donc, on va jeter sous le bus une femme qui n'a rien demandé. Et par exemple, j'ai vu des féministes qui disaient « Ah, mais vous voyez, il est masculiniste, il est violent, pauvre femme, etc. » Mais vous êtes en train de la discréditer elle-même puisque vous diffusez son audio sans son consentement. Et donc, il y a des personnes qui ont retiré. Et je trouve qu'il y a une responsabilité énorme de tout le monde, tous ceux qui font diffuser des extraits comme ça, qui c'est pénalement répréhensible. Même les WhatsApp, les trucs... Ce sera la justice de juger ou pas si c'est pénalement répréhensible. Alors, il y a des versions qui s'opposent sur ce coup-là. Effectivement, mais on a une responsabilité. Est-ce que c'est d'utilité publique? Est-ce que ça aurait pu être obtenu autrement? Il y a des tas de questions par rapport à ça. Mais je veux dire, je me mets à la place de cette personne. Je suis enregistrée à mon insu des 2 personnes, hein, et l'enregistrement est diffusé comme ça sur les réseaux sociaux parce qu'on veut prouver un point. Je trouve ça d'une violence inouïe. Et ça arrive, et c'est même pas une question de droite, de gauche, de Georges Louis, etc. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal. C'est pas une question de droite, de gauche. N'empêche que vous avez précisément à votre droite un homme de gauche, Jean Kitenge, qu'on a envie d'entendre là-dessus. Jean, je vous repose exactement la même question. Faisons abstraction des faits, du fait qu'ils étaient parcellaires, de ces informations qui ont dû être corrigées, ça, c'est une réalité. La preuve, l'article a été corrigé à plusieurs reprises. Est-ce qu'il ne doit pas présenter des excuses pour la dernière phrase, considérée par beaucoup comme menaçante? Il doit plus que présenter des excuses, puisqu'en fait, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Quand on prend le contexte de la vidéo, j'ai eu l'occasion de beaucoup l'écouter, il est très clair qu'on ne parle pas de carte de presse, qu'on ne parle pas d'autre chose que d'une carte PMR, surtout quand on dit au préalable, on va l'accueillir. Et puis après qu'on dit ça avec ce ton-là, il est évident qu'en fait, en tout cas, l'objectif derrière ce propos était assez clair. Maintenant, moi, je vais être je vais pointer plusieurs problèmes dans cet enregistrement, parce que j'ai l'impression qu'on renverse le problème, presque une forme de diversion. Ah, le problème, c'est qu'il a été enregistré. Bah, déjà, j'ai envie de dire une chose. Pourquoi un journaliste a le besoin d'enregistrer Georges-Louis Boucher quand il l'appelle ? Qui fait ça en général? C'est bien parce qu'il y a un souci. Peut-être que souvent, il l'appelle. On n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien puisque le coup de téléphone a eu lieu dans un studio radio où apparemment les micros étaient allumés. On ne sait pas si cet enregistrement était volontaire ou pas. Un autre, qu'une personne ait cet enregistrement, que ça puisse sortir. Et en plus, ça témoigne aussi d'une certaine chose, parce que dans l'audio, on entend cette volonté, parce qu'on dit on a changé certains éléments. Sans revenir sur les différents éléments, évidemment. En fait, j'ai envie de dire, il y a aussi une forme de pression qui a été mise. On entend, il faut supprimer en attendant, ça doit changer, on va accueillir cette personne-là. Tous ces éléments-là ne sont pas acceptables. J'ai envie de dire, ça m'évoque d'autres exemples. Typiquement Berlusconi, 2009, où il insultait les journalistes, les traitait de crapules, appelait au boycott, à tel point qu'en fait, il y a une manifestation à cet égard. D'autres éléments pareils, Vox, le Fidesz, avec Orban, où en fait, on a fait de la menace et de l'attaque aux journalistes une pratique tout à fait normale. Chose commune dans ces différents régimes que j'ai cités, c'est qu'en général, il y a une tournante vers l'extrême droite. Instruisons quand même à charge et à décharge ce soir. Nous n'avons qu'un extrait d'une conversation qui, semble-t-il, a duré 45 minutes. C'est dire si on ne voit qu'une partie immergée de l'iceberg. Donc il faudrait effectivement avoir l'ensemble des pièces du puzzle pour juger. Tout à fait d'accord. D'où est sorti un audio de 3 minutes avec 1 minute qui est sorti et qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Mais où en fait un ensemble de choses sont quand même très claires et indiquent quand même une chose qui est quand même assez problématique. C'est cette habitude de venir appeler le journaliste avec un ton plutôt menaçant. Chose qui avait été relatée bien au préalable pour d'autres individus, avec des mises en demeure dans le cas de jeunes hommes qui relayaient des informations de manière tout à fait objective, avec des menaces. Donc ça, c'est déjà une problématique. Et puis l'autre chose qui, moi, m'inquiète particulièrement, c'est finalement cette forme de servitude volontaire qui existe finalement au sein du maire, où personne ne dit mot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui sont assez embêtés par cette affaire. Vous ne pouvez pas postuler qu'ils sont finalement d'accord avec le traitement de cette affaire? Non, la réalité, c'est qu'en fait, ils estiment qu'ils ne doivent absolument rien dire aujourd'hui parce qu'ils doivent être dans les bonnes grâces du président et de toutes ses frasques et toutes ses erreurs jusqu'à présent. Parce que ça fait quand même quelques mois qu'on n'arrête pas de parler de lui presque chaque semaine pour une nouvelle erreur, une nouvelle bêtise ou une autre chose. Vous avez des amis au MR qui vous disent « moi j'aimerais bien parler mais j'ose pas parler ». Typiquement, quand il y a eu pas mal d'informations pour des médias indépendants qui ont été envoyées par des jeunes MR notamment.
évidemment, il y a eu pas mal d'éléments qui sont, quand on croise certains membres, ils sont dans les coulisses en train de dire « Ah oui, mais attention, je ne suis pas d'accord avec ça », mais voilà. Et ils se taisent dans tous les langues. Le problème, il est là. C'est que dans un parti politique, il y a différents courants. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que je connais justement des personnes dans ce parti qui sont très bien et qui respectent l'état de droit, notamment la presse, mais qui sont très embêtés par ces frasques et se disent, mais ne disent mot publiquement, même des adversaires, parce qu'ils estiment qu'en fait, s'ils parlent, il risque d'être allumé. Je vous rassure, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus parce que la tribune était très longue, Jean, pour le coup. Je me permets juste de dire que les mises en demeure, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas le processus, elles visaient des articles où des informations étaient parcellaires et c'est précisément là où on disait que c'était sa voiture personnelle et c'est pour ça qu'il y a eu mise en demeure. De nouveau, je suis l'avocat de personne, j'essaye simplement de rétablir les faits. Il y a eu mise en demeure concernant ces articles-là et pas les autres. Mais Arthur, je vous vois évidemment très énervé. Je vais laisser la parole à Dany qui, en tant que voix de la sagesse sur ce plateau, va pouvoir faire redescendre les esprits et donner le mot de la fin. Mais je considère en écoutant Jean qu'on est déjà tout à fait sorti d'une analyse sereine de la situation. C'est de la récupération politique puisque on dit on en a marre des frasques du président et toutes les semaines on essaye de voir ce qui s'est passé. Il a sans doute, je n'en sais rien et personne ne le sait exactement, été mis en cause de manière peut-être bien injuste. Il a un tort dans l'affaire, c'est d'avoir réagi avec trop de virulence. Et cela, c'est donc vous demandez des excuses, Dany ? Pas des excuses, mais qu'il concède au moins qu'il a agi d'une façon qui était peut-être non maîtrisée. Et ça, c'est toujours dommage, et surtout en politique. Mais il n'y a pas à faire maintenant, à travers cet incident-là, un portrait résolument anti-Boucher. Donc ce que je comprends chez vous, Dany, c'est que cette affaire ne doit pas être le signe d'autre chose, alors que Jean nous dit c'est au contraire le symptôme de quelque chose de plus grave, et c'est ce qui vous sépare ce soir. Pour vous mettre d'accord, tous, un peu d'humour. Regardez sur les réseaux sociaux, on a assisté quand même à des trucs sympas pour dédramatiser la situation. Nouvelle émission pour Georges-Louis Boucher sur LN24, Automoto, avec la CLA mise en valeur. La preuve qu'il y a moyen aussi, et heureusement, d'en rire de temps en temps. Dans un instant, nous lancerons l'alerte Rédac qui nous emmènera du côté de Liège où on a assisté à une scène absolument incroyable. Une thérapie de conversion pour éviter qu'une personne ne devienne transgenre en plein jour, en pleine place publique, sous le regard médusé des Liégeois. On vous en parle juste après ça. Ça se passe chez nous et exclusivement chez nous. Avant de lancer l'alerte Rédac dans un instant, tiens, une bonne nouvelle ou pas. Vous savez qui est Premier ministre de la Belgique en ce moment ? C'est cet homme, non pas celui à gauche, mais celui à droite, Theo Franken, qui, effectivement, en l'absence de Bart De Wever en vacances, occupe les fonctions de Premier ministre. Sur ses réseaux sociaux, il avait l'air très heureux de tout ça. Et le message est clair, comme la vie est étrange, si on m'avait dit qu'un jour, j'occuperais cette fonction. Dany, vous êtes heureux d'avoir Theo Franken comme Premier ministre en ce moment ? C'est tout à fait normal dès l'instant où la NVA a en son sein le Premier ministre. Si le Premier ministre est absent, c'est Franken qui doit prendre sa place. Que je sois ravi, je ne vais pas être ravi parce qu'il occupe la fonction en ce moment, mais lui en tout cas est ravi. C'est le moment d'essayer de lui faire dire « Vive la Belgique ». Franchement, on a une opportunité unique en tant que Premier ministre. Il a déjà répondu à la question en disant je sais bien. Je ne vais pas dire « Vive la Belgique », mais je dis déjà que je ferai tout pour servir au mieux la Belgique. Vous savez quoi ? On va réessayer. Une fois, deux fois, trois fois, il va finir par craquer. Avant ça, place à l'alerte Rédac. Et pour que l'alerte Rédac, direction Liège et même le centre de Liège, nous sommes pas loin des Fontaines, du côté de la place du marché, où on a assisté ce week-end, ou il y a quelques jours en tout cas, à une scène hallucinante. On vous laisse monter le son, écoutez ce qui se passe. En plein milieu du centre-ville à une thérapie de conversion. Voilà les propos qui ont été utilisés par l'homme qui baptise ou qui mène cette pratique. Il était en train de devenir transgenre, mais Jésus est arrivé juste à temps. Alors avant d'avoir votre avis sur cette thérapie de conversion absolument hallucinante, juste un mot avec vous, Alexandre Gérard. Ces fameuses thérapies de conversion pour éviter que les gens changent de sexualité ou de genre, que dit la loi en Belgique par rapport à tout ça ?
Eh bien, il y a un projet de loi qui est passé sous la dernière législature pour justement interdire ces thérapies de conversion. Depuis 2 ans, toute pratique de ce genre est donc interdite. Elle concerne aussi bien l'intervention physique ou la pression psychique. Et pourtant, il existe encore des pratiques de ce genre dans de nombreux pays. Des citoyens européens ont d'ailleurs lancé une pétition pour interdire ça à l'échelle européenne. Leur initiative citoyenne a récolté 1 million de signatures. Alors plusieurs autres pays en Europe ont déjà interdit les thérapies de conversion. Il s'agit de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Albanie et de Malte. On a l'impression que l'auteur des faits, il est tout fier en disant grâce à l'intervention de Jésus, c'est résolu cette affaire. Il risque quoi, lui, sur le plan pénal ? Eh bien, la loi prévoit une peine qui peut aller d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans de prison, assortie aussi d'une amende de 208 à 2400 €. On n'a pas vu énormément de réactions politiques, notons quand même celle-là, celle de Christy Moréal, qui sera peut-être bourgmestre de Liège dans les prochains mois ou les prochaines années. Des pratiques du Moyen-Âge, c'est hallucinant, c'est illégal. Nous ne vous laisserons pas souiller nos libertés avec votre dérive obscurantiste. Arthur, est-ce que vous aussi, vous avez été stupéfait en découvrant ces images et vous vous dites, là, on est en train de revenir en arrière à la vitesse de l'éclair ? Vous voyez pourquoi c'est important de prôner la neutralité de l'État et de ne pas avoir des religions au sein même d'un État, parce qu'on voit très bien les dérives qu'il peut avoir. C'est qu'heureusement que Jésus n'est pas arrivé en retard, parce que sinon on aurait raté ce sketch. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à prôner pour cette neutralité de l'État, rappeler effectivement toutes les mesures qui ont été mises en avant et les sanctions qui sont à la clé, parce que c'est absolument pas un individu, c'est dire si c'est bien ou non de changer de sexe, parce qu'à la fin alors on va demander l'avis à tous ces genres d'individus. Et on a été stupéfait de découvrir une famille qui était là, presque comme des touristes un peu atterrés, ou en tout cas quelle image on consternés. donne pour l'international. Image à l'international qui effectivement est désastreuse là aussi au passage pour la ville. On est en face de l'hôtel de ville, ce qui rajoute évidemment un ingrédient supplémentaire à cette affaire. Il faut savoir que dans quelques jours aurait dû avoir lieu à Liège. Je dis bien aurait dû avoir lieu la Gay Pride, sauf qu'elle a été annulée cette année pour des raisons financières. Ça la fout mal, Salma. On a d'un côté une Pride qu'on annule pour des raisons financières, et de l'autre, des images de thérapie de conversion. Les deux ensemble, ça donne l'impression qu'effectivement, on est en train de revenir au Moyen-Âge. Je ne connecterai pas les deux ensemble, parce que vous l'avez dit, les raisons derrière ne sont pas les mêmes. Mais il est vrai qu'on assiste de plus en plus, et c'est préoccupant, à des replis comme ça, identitaires, culturels, religieux, ethniques, où finalement, je ne vais pas dire, ça va plus loin que c'était mieux avant. C'est juste qu'il y a une espèce de... C'est comme si on remettait en question tous nos acquis aujourd'hui, toutes nos avancées, ou qu'il y avait pire, un braquage. Certaines personnes semblent se braquer, certaines poches de la population semblent se braquer face à, je ne sais pas moi, un feu, vous savez, les piétons, les passages piétons arc-en-ciel, par exemple, face au cours d'Evras. On a vu aussi les manifestations qu'il y a eu dans les rues. Donc là, je pense qu'il y a une approche plus pédagogique à avoir. Évidemment, il faut le coercitif et il faut des règles claires pour tout le monde, notamment en termes de neutralité. Mais il est évident qu'il y a ce repli-là et je pense qu'il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas en rire. Il faut travailler sur la pédagogie parce qu'il est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Et c'est plus qu'un repli, Salma. Quand on voit ce qui s'est passé du côté de Genk, parce que derrière cette thérapie de conversion, il y a un groupe qui s'appelle Go Revival Europe. Ils étaient là, du côté de Genk, il y a quelques jours, à chanter. Alors certes, oui, on ne fait que chanter sur la place publique, mais on prétend avoir sauvé 50 personnes. On ne sait pas quoi, comment. Jean, vous qui découvrez ces images, ils sont là en train de se répandre un peu partout dans le pays, alors sous des formes différentes, mais avec l'idée de convertir, de convaincre. Est-ce que vous êtes gêné par ça ? Tout à fait. Comme Christy a pu le dire au préalable, c'est évidemment intolérable, le fait qu'il le fasse sur la place publique comme ça, et le fait qu'en effet, il se développe. C'est pas en soi un problème. Leur croyance en tant que telle n'est pas en soi un problème. Le souci, c'est cette recherche évidemment du spectaculaire, c'est cette manière au final de montrer qu'ils existent et d'asseoir une idée qui, dans l'absolu aussi, est intolérante face à d'autres personnes. Là, pour moi, ça devient véritablement problématique. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent en interne. C'est leur problème, c'est leur souci. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent, mais vous êtes quand même sidéré par les images de la thérapie de conversion. Évidemment, ça, c'est plus une croyance. Ça, c'est même pas une question, c'est une évidence. Ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être dans ce pays. Et heureusement qu'on rappelle aussi ce qu'ils risquent, parce que je ne suis pas certain qu'ils savent aussi toujours ce qu'ils risquent à faire ça. Parce que c'est là la limite aussi, avec la liberté de faire ce qu'on veut comme ça, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'afficher, parce que qu'est-ce que ça dit en sous-texte, cette thérapie de conversion, on a sauvé 50 personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, concrètement, il faut pouvoir, à un moment donné, être très dur face à ces personnes qui ont cette intolérance et qui exercent cette intolérance au vu et au su de tous, comme pour leur dire, au final, nous, entre guillemets, on va vous prêcher la bonne parole, et vous,
qui êtes sauvés. Donc arrêtons de les traiter comme des guélurons et sévissons un petit peu à un moment donné. C'est le message que j'ai cru comprendre chez vous ce soir. Je voudrais vous livrer, Dany, un autre témoignage, celui de Bastien Baumans, qui s'occupe de la maison Arc-en-Ciel du côté de Liège, qui dit que ces images, elles sont absolument dévastatrices. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que c'est fait publiquement, devant tout le monde. C'est diffusé sur les réseaux sociaux. Certains vont croire que c'est des pratiques normales et que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ça va laisser des traces ? Les gens vont banaliser ça ? Je crois que c'est très important qu'on en parle comme on le fait ici pour précisément lutter contre cette tendance. C'est une atteinte à la liberté qui est énorme, qu'on ne peut absolument pas tolérer. Et quand on le fait en plus de manière publique comme ça a été fait, parce que c'est encore une forme de provocation dès l'instant où ça a lieu près des autorités liégeoises, je trouve que c'est un comportement inadmissible qui doit être sanctionné. Ça bouge du côté de Liège, malheureusement, vous l'avez vu ce soir, ça bouge aussi partout ailleurs dans le pays. C'est l'heure de faire un tour près de chez vous. Ça bouge du côté d'Écossynes, où bonne nouvelle pour les chiens et pas seulement les chiens, on a installé un dog bar face à la vague de chaleur. On a l'impression que c'est la mode du moment. Il y en aura donc un du côté de la maison communale d'Écossynes aussi. Ça bouge du côté de Scarbeck, où on a sorti sa calculette et on a fait ses comptes. Depuis 2018, on a supprimé près de 500 places de parking pour mettre notamment des arceaux pour des vélos ou des box de vélos. Inutile de vous dire que la majorité a décidé de geler pour l'instant la suppression de nouvelles places. Et puis ça bouge aussi à Nu. On a été stupéfait d'apprendre que Kid Noise était remonté sur scène et avait fait un carton. Un carton, la preuve, avec ces images. Il a absolument enflammé la scène du festival là-bas. C'était la fête jusqu'au bout de la nuit, avec des Belges, en tout cas du côté d'Anu, qui avaient l'air de lui avoir déjà pardonné l'histoire du vrai ou du faux Kid Noise, la preuve. Au départ, on s'est quand même dit est-ce qu'on va voir le vrai ou pas ? Et puis Quentin a fait plusieurs publications en disant je suis certain que ce sera le vrai. Ici, on l'a bien vu, il y a les tatouages et tout, donc je pense qu'on a vu le vrai. Je me suis dit peut-être qu'il va se faire siffler. Maintenant, absolument pas. Tout le monde a été ravi de Kid Noise. Tout le monde a foutu le feu pendant 1 heure. C'était vraiment bien. Bon Arthur, c'est déjà oublié, tout est pardonné, fini la polémique, on repart sur une nouvelle histoire ? Je suppose, j'étais même pas au courant de la polémique, je viens de le découvrir à travers le reportage, donc je suppose que les gens lui ont pardonné, tant mieux. Lui, dès que c'est pas dans les pages économiques, ça l'intéresse plus. Arthur Martin, dès qu'on sort dans des pages politiques, économiques et qu'on rentre dans le people, c'est terminé. Salma, Kid Noise, c'est oublié, il avait présenté ses excuses début du mois de juillet, en disant désolé, manque de communication, ça a provoqué de la déception, voilà, je présente mes excuses. Ça y est, on tourne la page. Désolé Thibaut, je suis dans la même équipe. Vous êtes dans la même... Journaliste économique aussi, économique et politique. Excusez-moi, qui aime les infos people autour de la table ? Dany, vous êtes mordu d'infos people, vous. J'avoue que j'ai été présent sur ce plateau quand on a abordé la question. Et je me souviens qu'il y avait un professeur d'université de Solvay qui donne des cours de marketing qui trouvait que c'était absolument génial cette attitude de ce chanteur. Ça lui donne raison, on l'a vu. Moi, j'avais estimé que c'était pas génial dans la mesure où c'est un buzz qui reposait sur une forme d'escroquerie, puisque en réalité on a un contrat avec une personne pour la recevoir et ailleurs, quand on voit qu'il y a des entre guillemets sosies ou des copies, je ne me réjouissais pas de la situation. Alors, dans un premier temps, on a dit qu'il avait perdu beaucoup de contrats à cause de cela. Maintenant, je m'en réjouis pour lui. On constate qu'il y a quand même toujours beaucoup de monde, mais ça va tellement vite au niveau de l'actualité, un buzz chasse l'autre. Je suis désolé, Dany, il n'aura donc peut-être plus besoin d'avocat. On avait proposé vos services sur ce plateau. C'est peut-être une affaire et un client que vous perdez, mais vous allez en trouver peut-être d'autres. La preuve avec le thermomètre de ce soir. Et direction Molenbeek, où malheureusement l'histoire se répète. Nouvelle fusillade samedi soir, fusillade qui n'a fait qu'un blessé, heureusement, alors que plus tôt dans la semaine, il y avait eu un mort lors d'une autre fusillade. On voit que le rythme, malheureusement, des fusillades ne cesse de s'accentuer, alors qu'on pensait que le mois de juillet, le mois d'août, seraient des mois d'accalmie. C'est tout le contraire qui s'empare de la ville de Bruxelles. Et voilà que ces faits divers deviennent une nouvelle polémique politique. Pourquoi ? Parce qu'une conseillère communale du côté de Molenbeek s'étonne qu'en pleine actualité chargée, certains soient en vacances. 2 échevins sur 8 sont là, des fusillades à répétition dans nos rues. L'absence politique est inacceptable. C'est signé Gloria Garcia Fernandez, conseillère communale du côté de Molenbeek, qui rajoute d'ailleurs qu'avec un salaire
d'environ 6 000 € bruts par mois, ah ben on peut se permettre de partir tranquillou, de se payer un billet d'avion pour revenir en urgence si la commune est secouée par des fusillades. Bref, elle attendait le retour des échevins et de la bourgmestre. D'accord avec ça, Jean, ou c'est une tempête dans un verre d'eau pour le coup? Je pense que c'est utiliser un fait, quelque chose qui est arrivé à Molenbeek, qui arrive dans d'autres communes également, pour après jouer, taper, faire de la récup politique et pouvoir taper sur la majorité quand on est dans l'opposition. Au final, ce n'est que ça. En réalité, ce n'est que ça. Parce que du coup, et je me rappelle, pour être resté dans le fait, je me rappelle en 2018, 2016-2018, donc après les attentats à Molenbeek, quand Chapman c'était bourgmestre du MR, à un moment donné, Fox News, François Skepmans, je toujours dis Skepmans, désolé, c'est mon côté, c'est mon côté jeune, voilà, c'est le côté jeune aussi, j'aime bien. Mais du coup, Fox News, il y avait une chroniqueuse qui est tout à fait, allez, moi que je ne supporte pas, qui s'est amusée à commencer à parler de Molenbeek, qui a imputé ce qui s'était passé pour les attentats à Molenbeek, etc. Je veux dire, ça, ce sont des arguments qui sont fallacieux. On s'en fout au final. Les échevins seraient arrivés. Ok, ils auraient fait quoi? Ils seraient allés sur... Alors c'est effectivement ce que dit la bourgmestre faisant fonction qu'on va découvrir, Salia Raïs, puisque vous le savez, Catherine Moreau est une bourgmestre en arrêt maladie depuis le mois de février dernier. Elle dit qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus en étant sur place? N'empêche, Salma, on a tendance à se dire, quand il y a quelque chose de grave qui s'empare du pays, le Premier ministre écourt ses vacances, les ministres du gouvernement éventuellement aussi. Pourquoi ici ils ne sont pas revenus? Ils ne devaient pas revenir, ce n'est pas leur place? Il y a deux choses. D'abord, il faut définir la gravité de la situation et à quel point la présence est requise ou non. Et ça, il me semble que c'est une coordination avec les forces de police sur place qui est donc là où le bourgmestre est essentiel dans cette coordination. Donc si le besoin est là et demandé et qu'effectivement la situation demande une coordination renforcée ou donne une vision plus globale des choses, il est évident qu'il faut considérer revenir. Maintenant, voilà, il faut qualifier cette gravité de la situation. Je pense qu'avec les éléments en place, pour moi, je ne suis pas encore sûre de pouvoir l'affirmer. Alors, voilà. Catherine Moreau, on vous l'a dit, c'est la bourgmestre normalement, sauf que depuis le mois de février dernier, elle est en burn-out. Donc on est déjà dans une situation politique un peu compliquée du côté de Molenbeek. Arthur, on ne sait pas très bien si la bourgmestre et les échevins auraient été nécessaires. Symboliquement, ils ne devaient pas être aux côtés de leur population, comme ça, en pleine fusillade, quand la ville est touchée? C'est une question de responsabilité, c'est une question que vous avez été élu pour représenter le peuple. Et ici, le peuple se trouve en insécurité, parce que même si la gravité n'est peut-être pas encore assez importante, moi je trouve que quand il y a des fusillades presque tous les jours, à un moment donné, vous avez un rôle de bourgmestre et d'échevin de se dire, je ne peux pas non plus laisser ma population dans cet état-là, pendant que moi je suis à Marbella en train de profiter. Donc il va aussi une question de responsabilité, et quand on est échevin, quand on est bourgmestre, quand on est ministre, par exemple les ministres en France, ils ne peuvent pas quitter le territoire français au cas où ils ont des urgences. Je pense que c'est une forme de responsabilité, même si effectivement le ministre de l'Intérieur ne va pas se balader avec des kalachnikovs pour protéger le pays. Vous attendez l'avis de Danis Protels, l'homme de droit, sur ce sujet? Vous l'aurez dans un instant, parce que vous allez voir qu'il va vous surprendre. Juste derrière ça, on fera le tour aussi des nouvelles du monde qui nous concernent. Et là encore, ça bouge un peu partout. Ça se passe chez nous, ou presque toujours chez nous. C'est jusqu'à 19h. Ça se passe chez nous, encore et toujours chez nous, et notamment du côté de Molenbeek où, vous le savez, les fusillades se sont enchaînées ces derniers jours. Mercredi, une fusillade qui a fait un mort. Voilà que samedi, une nouvelle fusillade a fait un blessé. Et la polémique devient politique puisque... la bourgmestre faisant fonction était en vacances, la plupart des échevins aussi, et l'opposition dit il fallait revenir au pays, votre boulot c'était d'être avec les citoyens. Juste, avant de vous entendre Dany, quelques phrases de Louis Collard dans Le Soir parce qu'elles sont interpellantes, c'est un édito. Les citoyens payent un lourd tribut à ces guerres de gangs, qu'il s'agisse de façades d'immeubles mitraillés alors que les propriétaires n'ont rien à voir, de balles perdues qui menacent des vies, voire des morts. Il rajoute ceci, le bilan ne prend même pas en compte les nuisances quotidiennes comme le deal de rue ou la peur de sortir de chez soi, les commerces noyautés par les mafias et le reste. Bref, c'est des citoyens qui sont totalement innocents et qui sont victimes. Est-ce que la bourgmestre et les échevins devaient être là aux côtés des citoyens où vous dites c'était pas leur boulot sur ce coup-là, il y a une police et il y a un ministre? Dany. Alors, quand on voit quelle est la situation dans une commune comme Molenbeek, dans une commune comme Saint-Gilles, dans une commune comme Anderlecht, où il y a finalement des fusillades pratiquement toutes les semaines, on peut comprendre que la population se sente tout à fait abandonnée. Abandonnée parce qu'il est normal, quand il y a des incidents aussi graves, que celui ou celle qui a la responsabilité de la commune soit présente. C'est tout à fait normal dans le contexte,
Par contre, je ne vois pas l'utilité que tous les échevins soient présents. Je ne vois pas en quoi, si l'échevin de la culture est momentanément un festival à l'étranger, il doit rentrer pour un problème qui n'est pas de sa compétence, mais ceux qui sont la directement... bourgmestre, en l'occurrence, elle devait être là. Pour je vous, considère que ce sera en tout cas une bonne chose vis-à-vis de la population pour montrer qu'il y a une conscience d'une situation qui est grave. En plus, maintenant, il faut bien avouer qu'à Molenbeek, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus finalement de direction. Malheureusement pour Madame Moureau, elle est souffrante et elle est absente, mais c'était une personnalité forte du Parti socialiste. Elle est remplacée maintenant, on constate que la personne n'est pas là et on a encore plus une impression finalement de non-gestion qui est extrêmement désagréable. Et y compris pour les citoyens qui, on vous le rappelle, sont en première ligne face à tout ça. J'ai une question pour vous qui revient demain. Ouais. Ah bah, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les sujets qu'on n'a pas pu évoquer ce soir, dont le tourisme, y compris des Belges. En Ukraine, on l'abordera ensemble, on ira faire un tour du côté de Mariupol. En attendant, merci d'avoir été là, merci Arthur, merci Dany, merci Jean, merci Salma. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec C'est ça la vie. Et puis à 20h, rendez-vous avec La Fabrique du mensonge, qui est consacrée à la propagande russe et à ne rater sous aucun prétexte. 22h, bonsoir les stars avec Nicolas Pipin. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Passez une belle soirée, salut.